Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la transmission d'entreprise. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis très heureux d'accueillir nos deux intervenants que sont Marcel Pfanner et Damien Dreux. Je voulais juste dire un petit mot sur la transmission. C'est un sujet qui est assez peu abordé en général et c'est pourtant un enjeu très fort pour les territoires, notamment en termes de maintien de l'emploi et redynamisation des entreprises existantes. Donc merci beaucoup à Damien et à Marcel d'être là. Je voulais juste dire, pour débuter, que le PowerPoint que je vais diffuser est téléchargeable sous forme PDF. Vous pouvez, si vous cliquez, vous verrez, vous pouvez télécharger ce PowerPoint. Voilà, moi je m'appelle Olivier Loridon et je m'occupe de transmission d'entreprise à la CCI Nord-Isère. Je voulais laisser la main à Damien et à Marcel pour qu'ils se présentent en deux mots. Marcel, je te laisse la parole. Très bien, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Marcel Pfanner, comme Olivier Loridon vient de le dire. Je dirige deux entreprises actuellement, une société qui s'appelle Pacte SNZ qui œuvre dans le domaine de la tuyauterie industrielle, dans laquelle je suis actuellement, et une entreprise qui s'appelle Gradius qui fait du reconditionnement de compresseurs frigorifiques. En gros, on fait de l'économie circulaire depuis 27 années maintenant. Et en termes d'entreprise, en fait, autant Gradius, je l'ai créé donc il y a 27 ans, Pacte SNZ, je l'ai racheté il y a 9 ans. Et depuis, après avoir vendu Gradius, je l'ai racheté. J'ai été en plus candidat malheureux, donc à plusieurs reprises à la barre du tribunal. Mais voilà, ça c'est encore une autre partie de l'expérience de la transmission d'entreprise. Merci Voilà. Marcel, donc tu vas nous faire tes retours d'expérience. Damien, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Damien Dreux, président de l'Ordre des experts comptables de la région Rhône-Alpes. Les experts comptables sont les premiers conseils des TPE-PME et les plus sollicités en matière de création ou de transmission d'entreprise. Moi-même, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, cofondateur d'un cabinet de 35 personnes et associé dédié depuis de nombreuses années sur la thématique de la transmission d'entreprise. Merci Damien, merci Marcel. On va prendre juste 2 secondes pour regarder le déroulé de ce webinaire qui sera assez dense, hein. Donc voilà le déroulé. Les questions, si vous avez des questions au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser. Il y a un chat, il y a tout ce qu'il faut sur l'outil. Par contre, nous, on les traitera en fin de matinée vers 11h40, 11h45. Voilà, juste redéfinir en quelques mots l'objectif du webinaire. C'est vraiment d'informer sur la transmission, sur comment se passe une transmission et surtout avec qui je vais appréhender ce thème de la transmission. Qui va m'aider à valoriser, qui va m'aider à négocier, enfin bref, voilà, qui pour accompagner ma transmission, à quel prix, voilà, dans quel timing. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce webinaire. Vous, les cédants, vous n'avez pas forcément une grande expérience de la transmission, c'est un geste fort qu'on fait qu'une fois ou deux dans sa vie. Donc effectivement, c'est important de bien se faire accompagner. Premier slide, donc sur le timing de l'intervention, je vais juste laisser la parole à Damien. C'est vrai que Damien, là, sur ce schéma, on voit qu'il faut appréhender la transmission 5 ans avant. Ça paraît quand même assez tôt. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce timing? Alors 5 ans, c'est pas une règle, là, je crois que c'est un timing qui est donné à titre indicatif. Ce qu'on constate, effectivement, ce qu'il faut faire le plus en amont possible quand on est chef d'entreprise et qu'on commence à se dire qu'un jour il faudra transmettre, c'est qu'on organise son entreprise afin de pouvoir transmettre à ses collaborateurs, à ses hommes clés, hommes avec un grand H, que l'entreprise puisse fonctionner à un jour sans nous. Donc pour ça, il faut préparer les choses effectivement relativement en amont dans l'organisation de l'entreprise, dans les compétences à développer avec ses hommes clés. Et ça, c'est ce qui sera fait le plus en amont. 1 à 2 ans avant la transmission, je crois qu'on ne peut pas couper de faire une vraie mission de diagnostic, évaluation de l'entreprise. Diagnostic aussi bien sur son positionnement sur le marché, sur son organisation, ses ressources humaines, sur ses concurrents, sur ses clients, et qui va jusqu'à un diagnostic et une revue comptable pour pouvoir faire une évaluation correcte.
Maintenant, une évaluation d'entreprise, c'est quelque chose de mouvant. Donc, on ne peut pas dire qu'une évaluation d'entreprise à l'instant T sera valable dans 3 ans. Donc, il faudra éventuellement la mettre à jour dans les 6 mois ou l'année qui précédera la session. Et il faut aussi, dans cette phase de diagnostic, se dire comment ça va se passer en termes de fiscalité. Puisque encaisser un prix de vente, c'est une chose, mais ce qui est important pour des cédants, c'est le net vend, ce que j'appelle le net vendeur. Et qu'est-ce qu'on va avoir après fiscalité? Est-ce qu'on peut bénéficier de l'exonération? Est-ce qu'il y a des montages et des choses à préparer en amont de la cession pour optimiser la fiscalité de sa cession et faire quelque chose d'adapté à son projet? Donc, ce que tu veux nous expliquer, c'est que fiscalement, il y a des choses à faire très en amont, au niveau organisationnel aussi, mais on peut aussi, une fois qu'on a fait tout ce travail amont, aller assez vite dans un process de transmission. Marcel, combien de temps ça prend pour vendre sa boîte? S'il y avait une règle qu'on puisse appliquer là-dessus, comme le disait Damien, ce serait très beau. Je pense qu'il n'y a pas deux transmissions qui se ressemblent. Et je pense que autant je suis d'accord, et il y a toute une partie de toute façon, les choses se maîtrisent et il faut vraiment les anticiper. Autant la dernière année, les 6 derniers mois sont le champ d'énormément de surprises en termes d'audit, de négociation finale, d'accords bancaires, et ce qui fait que pour toutes les opérations que j'ai pu vivre, le J0, déjà, généralement, il se décide dans la dernière demi-journée. Enfin, c'est une course jusqu'à la dernière minute. Et l'anticipation ne permet pas d'être au carré sur tout, tellement il y a d'interlocuteurs et de complexité dans la chose. Donc, un deal qui se passe, une fois qu'on a son cédant, un deal qui se passe très bien, ça va être 3-4 mois. Une fois qu'on a le cédant, je parle après toutes les opérations d'audit, d'anticipation, de préparation. Mais on peut très facilement être dans une négociation avec son repreneur potentiel en tant que cédant pendant 6 mois, 1 an, voire plus. Donc ça, c'est très long. Le pire que j'ai vécu à titre personnel, c'est 3 ans. Damien, tu voulais dire? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Quand on arrive sur la fin du timing, donc peut-être 1 an avant le projet de cession, ce qui va ralentir ou accélérer les choses, c'est le fait de se placer au juste prix. Je crois que ça, c'est essentiel à aborder. Il ne faut pas rêver. Si on est au juste prix, un juste prix, ça peut être une fourchette de 10 à 15%, on va accélérer et pouvoir transmettre son entreprise, même si on n'a pas encore de candidat, dans certains cas, dans les 6 mois. Par contre, si effectivement on rêve sur un prix de cession qui ne sera de toute façon pas finançable par des repreneurs, ça peut durer parce qu'on ne s'est pas positionné au juste prix. Très bien. Merci beaucoup. Juste un dernier mot, Marcel, sur la constitution de la Dream Team. C'est pas idiot de la faire assez en amont et tu peux expliquer ce que c'est en 2 mots? Alors, on va revenir dessus, mais effectivement, la Dream Team, c'est le fait d'avoir un expert du chiffre, un expert typiquement un expert comptable, enfin, quelle que soit la compétence qu'on trouve, quelqu'un qui sache tenir le discours en termes de chiffres et quelqu'un qui sache tenir le discours et être le bon interlocuteur du cédant sur le droit. Parce que ces deux aspects, et la fiscalité vient se mélanger au milieu de tout ça. Et trouver ces personnes-là, ce n'est pas forcément dans l'écosystème d'une entreprise qui fonctionne. Parce que les gens qui ont l'expertise et qui ont l'expérience d'une transmission ne sont pas forcément nos interlocuteurs habituels d'entreprise. Et donc, il est crucial de se faire sa conviction et de se constituer, ce que moi j'ai tendance à appeler la Dream Team, au moins de ces deux personnes en amont. En amont pour être bien accompagné, pour arriver au juste prix dont parlait Damien, pour arriver à toutes ces étapes, quoi. Donc la Dream Team, elle intervient effectivement, je la mettrais bien dans les 2, 3, 5 ans avant, parce que plus elle arrive en amont, mieux ça se passe. D'accord. Merci, Damien. Merci, Marcel. Le slide d'après, il est pour nous très important. Que doit faire un cédant potentiel au tout début, au démarrage de sa réflexion? Ce qu'on préconise, évidemment, c'est d'en parler à ses proches.
et notamment de ne pas hésiter à aller chercher de l'info sur le net, parce que c'est une info qui est facilement accessible, qui est de qualité, et en quelques clics, vous pouvez avoir accès à un maximum de conférences, d'ateliers. J'ai mis en fin de PowerPoint des liens, notamment vers le Salon des entrepreneurs, vers des sites comme Fusac, l'AFE, qui sont des sites très faciles d'accès, très bien faits, qui vont vous donner une info assez macro, assez généraliste sur comment je transmets ma boîte. Franchement, n'hésitez pas à aller voir, notamment les podcasts audio du Salon des entrepreneurs. Il y a beaucoup de retours d'expérience et ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un œil. Voilà, l'information sur Internet pour un cédant dans un premier temps, c'est facile d'accès. Vous pouvez aussi faire des formations auprès de certains syndicats, mais voilà, n'hésitez pas déjà à aller voir sur le net ce qui se passe et ce qui se dit, c'est facile d'accès. Et je répète, j'ai mis les liens en fin de ce PowerPoint. Damien, qu'est-ce que tu peux nous dire des conseils du cédant? Parce qu'une fois qu'on a regardé un peu l'info macro, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler à ses conseils, à ses plus proches collaborateurs, que sont l'expert comptable, l'avocat, éventuellement le banquier ou le gestionnaire de patrimoine. Qu'est-ce que tu peux dire de cette typologie de relation et comment faut l'appréhender? Effectivement, statistiquement, l'expert comptable est en place sur l'entreprise et étant là au quotidien, c'est sans doute une des premières personnes à aller voir sur ce projet. Et là, il faudra avoir un échange très direct, soit l'expert comptable a les compétences ou la ressource qui accompagne le dossier au quotidien, ou les ressources en interne dans son cabinet avec d'autres associés pour accompagner le client, son client dans ce projet. Soit il pourra travailler avec un autre cabinet. Mais voilà, c'est l'expert comptable avec la mission, notamment, je l'évoquais tout à l'heure, de diagnostic, évaluation pour arriver à un juste prix, pour étudier la fiscalité, pour étudier la problématique éventuellement de bilan social et de retraite du chef d'entreprise, me paraît le premier interlocuteur à aller voir et de voir si il a les compétences, les ressources en interne pour faire cette mission, ou s'il faudra qu'il collabore avec un confrère sur cette problématique. Les avocats ont des spécialités, oui. Non, c'est pour savoir combien ça coûte pour une entreprise, on va dire, d'une taille moyenne de 15-20 salariés qui fait entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cet audit et cet accompagnement de l'expert comptable, ça a un coût, tu peux nous donner quelques fourchettes, même si ça va dépendre. C'est véritablement un audit, c'est plus une mission de diagnostic, évaluation, et c'est des missions, donc tu me cites quoi, une entreprise de 10 à… Oui, voilà, 10-20 salariés, 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. La première mission de diagnostic, évaluation, on va être sur une fourchette de 4 000 à 7 000 euros sur cette première phase, avec éventuellement, et on y reviendra, des honoraires de succès si l'opération va jusqu'au bout. Mais sur la première phase, diagnostic, évaluation, on sera sur une fourchette de 4 à 7 ou 8 000 euros suivant la taille de l'entreprise. D'accord. Et l'expert comptable rentre. Est-ce qu'il est à côté du cédant au niveau de la négociation? Bien entendu. Enfin, moi, dans mon cabinet, si je le fais, je ne suis pas le seul. On commence par cette phase de diagnostic et évaluation. Puis après, on fait carrément la mission de conseil en rapprochement d'entreprise. On rédige une annonce, on fait signer, on va rechercher des candidats, on fait un dossier de présentation étoffé et complet qu'on donne que quand on a signé des accords d'exclusivité. Et on va jusqu'à l'organisation des audits des repreneurs, l'assistance à la négociation. Voilà. Donc c'est une mission qui démarre par diagnostic et évaluation, mais qui peut aller beaucoup plus loin jusqu'au deal final. Marcel, tu veux dire un mot sur la relation comptable sur les avocats, puisqu'effectivement, on travaille souvent en interprofessionnalité. Les avocats, il y a des spécialités. Donc, naturellement, les avocats d'affaires sont des professionnels qui font régulièrement des opérations de transmission d'entreprise. Et on est souvent en interprofessionnalité, comme le disait Marcel, un professionnel
plutôt expert comptable et un avocat d'affaires sur la problématique du droit sur l'opération. Alors, l'avocat, il fait quoi exactement? Il rédige la LOI, il fait la négo, entre guillemets, et le protocole, c'est ça en gros? Alors, la LOI, généralement, c'est le repreneur qui la rédige avec ses conseils. Donc, il va effectivement, avant de faire co-signer la LOI, ça peut être l'expert comptable s'il a les compétences, ou à défaut, l'avocat. Le gros travail de l'avocat, ça va être sur la suite aux audits du repreneur. On a le calendrier, c'est LOI, audit des repreneurs, protocole qui va être beaucoup plus engageant que la LOI. Et là, la rédaction du protocole, chaque partie a son conseil avocat et c'est là que l'avocat, le juriste, intervient sur la rédaction du protocole et toute la rédaction aussi de la garantie d'actifs et passifs, qui est un point très technique et juridique d'une cession de titres de société. La LOI, c'est quoi, Marcel? Tu peux nous dire, parce qu'on parle comme si tout le monde savait. C'est un anglicisme. C'est la lettre en français, lettre d'intention, lettre de tête. Donc c'est le cadre dans lequel on se place pour avancer dans les discussions. Une fois, en gros, c'est une déclaration d'amour dans laquelle on précise les termes de ce la relation future, envie de concrétiser en termes de relation entre un cédant et un repreneur. Termes qui vont être vérifiés, validés par le biais des audits et soumis à l'ensemble des contrôles et à la GAP, la garantie d'actifs et de passifs, qui est un des points d'achoppement avec le financement sur le moment où, en tant que cédant, on se retrouve à devoir s'engager sur la réalité de ce qu'on annonce au regard du fisc, au regard du social, enfin l'ensemble des passifs commerciaux qui peuvent exister. Et c'est souvent un moment un peu délicat parce que quand on a vendu, on passe à autre chose. Non, on passe pas tout de suite à autre chose. Il y a une phase intermédiaire pendant laquelle on est encore redevable d'un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'entreprise sur les 2-3 années écoulées. Mais bon, le but n'est pas forcément de rentrer dans le détail immédiat, mais on parle des conseils du cédant. On va parler des réseaux tout à l'heure et c'est important à mon sens parce que, je l'ai dit mais j'insiste, c'est les gens avec qui on a travaillé dans une vie d'entreprise ne sont pas forcément les gens qui seront les plus à même d'être pertinents dans le cadre d'une transmission. Ça peut être le cas, ça ne l'est pas forcément et l'objectif c'est simplement de challenger ses interlocuteurs ou d'être parfaitement à l'aise avec des gens qui ont de l'expérience parce que ça s'improvise pas et que c'est un parcours qui a ses caractéristiques propres. Exploiter une entreprise, c'est une chose, la céder, c'en est une autre. Et juste, ce qui est important, c'est de les challenger et de vérifier quelles expériences ils ont eues, qu'est-ce qu'il y a eu comme session réussie. Si possible, parler avec des gens qui sont passés par ces mêmes intermédiaires. La notion de réseau la permet rapidement de les rencontrer par le biais des réseaux qu'on verra tout à l'heure. Et ça peut être un expert comptable, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier qui a un regard intéressant, mais ce sera par de conseil. Ça peut être votre gestionnaire de patrimoine si vous en avez un, ou un notaire qui a un vrai pôle d'expertise. Ça arrive. Tous, évidemment, l'ont pas, mais ça existe. Et dans les proches, il y a aussi des regards bienveillants et désintéressés qu'on peut trouver. Mais voilà, il ne faut pas confondre effectivement dans ses proches l'intérêt légitime des personnes et des proches qui ont vraiment une expérience de cession. C'est ça qui sera à mettre en valeur. Merci beaucoup. Juste un petit complément sur les notaires. On les trouve effectivement peut-être moins régulièrement que les experts comptables et les avocats d'affaires, mais quand on a une problématique de donation préalable à la cession, voire de transmission familiale, de transmission en interne, qui reste un pourcentage très significatif des transmissions de TPE-PME, leur apport est souvent essentiel pour aussi, dans la phase souvent anticipation et préparation de la transmission. Parfait. Juste, moi, je vais rassurer, donner un petit mot sur le banquier. C'est aussi intéressant pour un cédant d'aller voir son banquier et de dire, bon,
combien vous êtes capable de prêter à un repreneur pour acheter mon entreprise. En gros, est-ce que ma boîte peut lever de la dette et est-ce qu'un repreneur est capable, vous qui connaissez bien mon entreprise, de lever de la dette vu mes résultats, quoi. Dernier point, l'assureur, effectivement, gestion de patrimoine, on va en parler rapidement parce qu'ils connaissent le dirigeant de façon intime. Normalement, ils connaissent la globalité de la situation personnelle et professionnelle, et donc ils ont aussi un œil avisé, voilà, on va dire, dans l'entreprise, mais aussi dans la vie privée. Donc c'est aussi intéressant de les solliciter. On va passer à un autre slide. Donc là, on va voir qu'effectivement, en dehors des conseils habituels des cédants, on a pléthore d'acteurs dans la transmission qui ne sont pas des spécialistes, mais qui peuvent amener énormément. Alors, on a évidemment le CRA, qui est un acteur important dans la transmission, qui eux sont des spécialistes, mais vous voyez tous les logos, on a des réseaux de chefs d'entreprise qui dépassent largement le cadre de la transmission. En quoi, Damien, le CRA peut amener à ce cédant, et Marcel, après on verra pour les autres réseaux. Alors effectivement, tu as raison, ces réseaux, c'est important puisque sur la mise en relation, sur les formations, sur la sensibilisation sur les sujets, je crois qu'il faut aller taper un maximum de portes et avoir un maximum d'informations. Donc c'est bien les missions des institutionnels et de ces réseaux. Sur le CRA, je tenais à souligner qu'il y a donc on a un CRA sur la région Rhône-Alpes et sur Grenoble et sur Lyon. Il y a une formation d'une journée pour les candidats cédants qui est assez bien faite et qui parle d'évaluation, qui donc aborde la problématique de la valorisation, de la fiscalité, de la retraite. Et je pense qu'en une journée, un chef d'entreprise qui n'a jamais cédé une entreprise a une formation d'une journée donc efficace pour faire un tour d'horizon sur le sujet. Okay. Marcel, un mot sur tous ces acteurs qui ne sont pas des spécialistes, mais en quoi ils peuvent être importants dans le processus du cédant de transmission. Je vais commencer par une anecdote. En 2002, j'étais patron de ma PME, une quinzaine de personnes, de 3 millions de chiffres, et on est venu me chercher en me disant, bah voilà, votre entreprise nous intéresse, et donc je suis rentré dans un processus de transmission, puisqu'effectivement le deal était intéressant pour moi aussi. Mais si j'ai un regret, c'est à l'époque de ne pas avoir eu connaissance de l'ensemble de ces réseaux-là, parce que j'ai fait ma transmission un peu dans mon coin, du coup en absence totale de préparation et en absence totale de culture générale de la transmission. J'avais dirigé ma boîte depuis 10 ans, je savais parfaitement comment l'exploiter, mais pas du tout comment la vendre. Et tous les interlocuteurs qu'on voit là, que ce soit les syndicats professionnels, que ce soit les syndicats généralistes, patronaux et autres, sont cruciaux, amènent de la culture générale, amènent à des gens qui sont dans le même parcours que vous, ce qui permet d'échanger entre pairs, amène des éléments de compréhension générale et ce retour d'expérience des autres sur la valorisation, sur le fait d'avoir les pieds au sol, quoi, par terre, pour comprendre ce qui se passe, c'est super important. Donc, et ça amène aussi un deuxième aspect qui est toute la connaissance du marché caché, des réseaux d'acquéreurs, parce que vous avez peut-être un acquéreur en face de vous qui vous paraît très très bien, mais il y en a peut-être 2 ou 3 autres qui sont encore mieux, dont vous n'avez pas connaissance. Et toute cette notion de réseau et de culture générale de la cession, j'aurais bien voulu l'avoir à l'époque. Même si je regrette pas ma transmission, et puis je l'ai racheté depuis, mais voilà, c'est important de ne pas être seul et à un moment de pouvoir baigner et d'avoir des référents autour de soi. Damien, un petit mot? Oui, ben, je peux que rejoindre ce qui a été dit. Une entreprise, on a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui ne vont céder leur entreprise. Alors Marcel est l'exemple contraire, mais on a une majorité
de chefs d'entreprise de TPE, PME qui ne vont céder une entreprise qu'une fois dans leur vie. Donc c'est quand même un sujet important. Il faut investir un minimum là-dedans, tout en restant jusqu'au bout pilote et au volant de son entreprise. Et donc, il faut développer un minimum de culture générale, échanger. Il faut savoir quand même qu'une majorité d'entreprises ne se transmettent pas avec un passage sur des sites et des annonces dans les médias, mais se transmettent avec des contacts avec des clubs de repreneurs, avec des mises en relation. Et donc, il faut être à l'écoute par rapport à ça. Et c'est aussi ces réseaux et ces institutionnels l'occasion de, pourquoi pas, rencontrer un candidat à la reprise. Merci beaucoup. C'est étonnant. On connaît ces différentes organisations pour ce qu'elles pratiquent au quotidien dans l'exploitation des entreprises, mais beaucoup sont structurées et répondent aux soucis justement de transmission de plus en plus. Donc, il y a vraiment des groupes de travail, il y a vraiment des réflexions, il y a des expertises à l'intérieur de toutes ces institutions. Sachant quand même que, évidemment, on est sur un domaine très confidentiel, donc évidemment, on ne va pas en parler à tout le monde. Comme ça, on va choisir quelques interlocuteurs, donc certains réseaux précis, plutôt que d'aller en parler sur la place. Hein, on est bien d'accord. Je crois que c'est important. Bien sûr. Oui, souci crucial. Le slide d'après, donc on va évoquer en quoi les institutionnels et notamment les consulaires, que sont la chambre de métier et la chambre de commerce. Je parle de la chambre de métier parce qu'ils font un bon travail sur la transmission. Ils ont une vraie proximité, une vraie pertinence dans leurs analyses, une vraie objectivité aussi. Donc voilà, la chambre des métiers et la chambre de commerce ont des services dédiés à la transmission. C'est moi qui le porte à la CCI Nord-Isère, mais il y en a de partout dans les CCI Rhône-Alpes, voire ailleurs. CCI de Paris est très dynamique, par exemple. Donc, pour ce qui est de la CCI Nord-Isère et des CCI de la région Rhône-Alpes-Auvergne, on a une offre qui est dédiée à la transmission. Je vais prendre 10 secondes pour la présenter. Notre boulot, c'est déjà d'avoir une présentation globale des cibles, des entreprises à vendre, à transmettre. Donc, une fois qu'on a pris le contact avec le cédant, on présente son entreprise de façon la plus exhaustive. On appelle ça, si vous voulez, la data room. L'idée, c'est qu'on ait un document fidèle à ce qui se passe dans l'entreprise et puis qu'on ait une vision aussi des bilans et une vision juridique et organisationnelle. Le deuxième point avec cette présentation, c'est d'aller à ce que nous, on appelle un comité d'appui à la transmission où on se met autour d'une table avec un expert comptable, un avocat, un banquier et les dirigeants et on analyse tous ensemble le dossier. Donc, de façon très exhaustive, on va appréhender tous les sujets de la transmission de l'entreprise, les points forts, les points faibles, et on va avoir une vision très objective. Donc, nous, du service à la CCI, c'est de vous donner en toute franchise, voilà les points forts, les points faibles, avec des conseils spécialisés, Damien connaît bien, et extérieurs, donc avec moins d'affect que les conseils habituels. Et puis la dernière grosse valeur ajoutée de la CCI, c'est qu'on a énormément de repreneurs, donc on a la chance d'être bien identifiés, et donc on a des personnes morales en croissance externe et des personnes physiques qui cherchent des dossiers, et donc on fait ce jeu de mise en relation. Je tiens juste à préciser qu'on ne rentre pas dans les négociations, là on sort de notre rôle et on laisse les conseils prendre la main. Un petit mot, messieurs, s'il y en a un de vous qui veut dire un mot, puisque je crois que Damien, tu connais assez bien le... Oui, depuis de nombreuses années, j'ai le plaisir avec toi de participer en tant qu'expert comptable à ces comités d'appui à la transmission. Ce qui est déjà bien en Nord-Isère, c'est qu'on sélectionne des experts comptables qui ont des compétences dans le domaine et qui participent. C'est une première approche, hein, moi je tiens à le dire, ça ne se substitue pas, comme tu l'évoquais, à une vraie mission complète de diagnostic et évaluation réalisée par des professionnels, mais on a quelquefois des chefs d'entreprise un petit peu perdus qui ont besoin de commencer la démarche, donc c'est une première approche, ça les sensibilise à différents enjeux, et puis ça peut être aussi un avis, comme tu l'évoquais, complémentaire, indépendant. Bon, on n'aura pas toujours les moyens d'aller, mais on donnera au moins des pistes aux candidats à la session pour aller plus loin avec ces conseils.
Merci. On va passer à ça d'après. On va parler des cabinets des privés, alors qui sont parfois intégrés au cabinet comptable, mais pas toujours. Il y a des cabinets privés de fusion-acquisition. Euh, voilà, ils sont très nombreux à Lyon, ils sont un petit peu moins nombreux à Grenoble, et c'est leur cœur de métier, c'est d'accompagner les cédants. Et évidemment, ils ont un coût, mais ils ont surtout une prestation. Et quelle valeur ajoutée ils ont? Pour quel coût? Damien, tu peux nous parler un peu de ces sociétés privées en fusion-acquisition? Oui, alors comme tu l'évoquais, quelques cabinets d'expertise comptable intègrent ou ont dans leur groupe un département ou une filiale dédiée à cette activité, donc qui permet non pas de faire seulement le diagnostic et évaluation, mais d'aller jusqu'à un mandat pour accompagner son client dans la cession de son entreprise. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est rechercher des candidats, négocier avec eux une lettre d'intention, avec des accords d'exclusivité, avoir fait au préalable un dossier de présentation et accompagner les clients jusqu'à la cession. Donc moi, je prêche pour ma paroisse. Les experts comptables, on est une profession réglementée, on a parlé de secret professionnel, d'indépendance, de normes de qualité. Mais effectivement, on n'est pas obligé d'être expert comptable pour faire ce métier-là. Donc il y a des tas d'intermédiaires avec des compétences diverses et variées. Ça va de l'agent immobilier bis à des gens très sérieux, et je dois l'avouer, ils ne sont pas toujours des experts comptables, mais je tiens à dire que les experts comptables ont de plus en plus cette activité intégrée au sein de leur cabinet. Et le coût, voilà, alors, je vous expliquais la partie expert comptable où on a la possibilité de faire une partie fixe et forfaitaire, notamment pour la mission préalable de diagnostic et évaluation, et d'avoir des honoraires de succès. Bon, les sociétés privées en fusion ou d'acquisition travaillent sur des commissions qui peuvent représenter jusqu'à, en moyenne, sur des titres de société, on va dire 5% du prix de cession. Et on a quelquefois donc des experts comptables qui peuvent avoir des honoraires de succès moins importants, mais parce qu'ils ont fait des honoraires forfaitaires préalables sur ce type de mission. Parfait. Marcel, un petit mot sur les cabinets, c'est important, tu as déjà travaillé pas mal avec eux. Alors, un point en complément de ce que dit Damien, effectivement, pour moi, les cabinets, ils ont un champ de compétences et un champ d'implication qui sont vraiment à géométrie variable. Et où effectivement, on va retrouver des niveaux de compétences très, très variés. Il est crucial, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une dream team, d'avoir du conseil, d'avoir un conseil pour soi qu'on s'est approprié sur le juridique et sur le chiffre. Et le cabinet peut prétendre à faire ça. Et à un moment donné, c'est important de savoir sur qui on s'appuie. Et donc, ça peut être des interlocuteurs qui peuvent être des facilitateurs, ou des fois qui viennent complexifier et rajouter des interlocuteurs supplémentaires. Donc, attention à travailler dans de bonnes conditions. Ceci étant, de fait, en tant qu'intermédiaire, il s'avère que des fois, c'est elle qui présente le bon candidat ou c'est elle qui présente la bonne cible. Et à titre personnel, j'étais non plus cédant à ce moment-là, mais repreneur. Et j'ai passé 1 an et demi à chercher une entreprise et en fait, sans l'appui des intermédiaires, et il se trouve que dans les 6 derniers mois, j'ai signé avec une entreprise qui m'a été présentée par un intermédiaire. Donc voilà, quand on est cédant, je pense qu'on ne peut pas se faire l'économie d'avoir une réflexion sur les sociétés privées tout en étant très attentif à limiter le nombre de ces conseils. Merci. Donc ça vaut le coup de consulter, on va dire. Après, on fera des choix, mais au moins de voir l'offre et de rencontrer des conseils en fusion-acquisition. Merci beaucoup. Il y a garder le souci de la confidentialité, mais ne pas s'interdire d'avoir une recherche ouverte. Okay. Très bien. On va parler des points de vigilance, un peu pour récapituler un peu tout ce qu'on a vu. Alors, c'est vrai qu'on a des questions là. Quand je dois parler de transmission, à quel moment notamment je dois en parler à mes salariés? À quel moment je dois en parler à mes clients, à mes fournisseurs, à mon biotope? Voilà.
je vais vous interroger là-dessus. C'est vrai que voilà, on se demande toujours, il y a des obligations légales au niveau des salariés. Voilà, quel quel est le bon timing pour parler de transmission? Est-ce qu'il faut en parler très tôt, en parler à ses salariés? Est-ce qu'il faut en parler au dernier moment ou pas du tout? Damien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Contrairement aux repreneurs qui s'affichent très tôt et qui communiquent beaucoup, je crois qu'un chef d'entreprise, il est dans un mode concurrentiel, dans un environnement concurrentiel. Donc, 2 ans avant, tout le monde soit au courant et qu'il en parle partout, c'est pas possible d'une manière pratique, puisqu'automatiquement, certains concurrents qui ne lui voudront pas obligatoirement du bien pourront jouer sur cet argumentaire d'une entreprise qui pourrait être désorganisée parce qu'elle va excéder. Donc, je crois que la confidentialité, se renseigner, bien s'entourer, c'est primordial. Préparer son projet, c'est primordial. Mais la confidentialité est essentielle et c'est bien le rôle du conseil expert comptable d'une société de fusion-acquisition de sélectionner des candidats avec un accord d'exclusivité pour faire le tri sur les candidats sérieux, parce qu'il est aussi primordial que jusqu'au bout, le chef d'entreprise soit aux commandes de son entreprise, la gère correctement et ne soit pas déjà la tête sur les îles ou ailleurs, parce qu'on a eu des cas de figure où les chefs d'entreprise ont perdu un temps énorme sur la problématique de la cession, ou oublié de continuer à manager correctement leur entreprise, et donc leur entreprise a perdu de la valeur. Donc bien rester aux commandes, d'où l'intérêt de se faire, encore une fois, accompagner en sélectionnant les conseils qui sont adaptés à son projet. Ok, Marcel, par rapport aux bonnes pratiques, tu m'avais dit, ouais, c'est bien d'avoir un leader parmi les conseils. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus dans l'accompagnement? Ce que je peux dire, c'est que effectivement, des conseils plus ou moins bienveillants, des conseils plus ou moins avisés, on en a beaucoup. Et c'est très très difficile à un moment de faire des arbitrages. Donc il est crucial de décider qu'on accorde sa confiance à 1, 2, 3 personnes grand maximum qu'on trouve par le biais de tout ce qu'on s'est dit auparavant, son expert comptable, de tout ce qu'il y a avant, et de s'y fier, parce que sinon ça devient très compliqué. Et s'il y a un deuxième, ce qui est crucial, qu'a évoqué Damien, c'est jusqu'au dernier jour, on conduit son entreprise comme si on ne la vendait pas. Et ça, c'est impératif. On peut avoir toute la confidentialité du monde si on a déjà la tête dans un après. Il y a besoin d'avoir 0 rupture de confidentialité pour que tout le monde s'aperçoive. Donc, on conduit son entreprise comme si on était amené à y rester. Et de fait, les sessions avec les meilleures intentions du monde peuvent capoter le dernier jour. Donc, il est crucial d'être toujours aux manettes. Ouais. Et puis, je me permets, Olivier, de rajouter un point. Donc, effectivement, s'informer, améliorer, comme le disait Marcel, sa culture générale dans différents réseaux, c'est important. Après, il peut y avoir le piège de tomber, quand vous faites du conseil gratuit, de donner des avis gratuits sans connaître complètement le dossier. Attention quand même au conseil gratuit. C'est-à-dire que moi, expert comptable, quand je fais un rapport, je m'engage sur une fourchette de valorisation d'une entreprise. Je m'engage sur la fiscalité. Voilà, c'est payant, mais j'engage mes responsabilités. Donc là, le conseil gratuit et les bons avis des copains peuvent avoir quelquefois des limites parce qu'ils n'ont pas toute l'étude du dossier et toute l'étude du contexte. Super, merci. Ce que dit Damien. Ok, merci beaucoup. Je te confirme. Je voulais, avant de passer aux questions, juste dire un petit mot sur toutes les informations que vous pouvez récupérer sur la transmission. J'insiste sur le site de l'AFE qui est très bien fait, très exhaustif. Le site de FUSAC, c'est un site où vous pouvez diffuser des annonces qui est là aussi le must en matière de visibilité, donc qui est incontournable. Évidemment, le site du CRA, parce qu'ils font des formations à la transmission. Le site des CCI et des chambres des métiers et Transentreprises,
Voilà en gros les principaux sites. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site du Salon des entrepreneurs. Vous avez des podcasts audio sur les 4 villes de Lyon, Marseille, Nantes et Paris sur 8 années. Donc, du contenu, il y en a pléthore et de qualité. Donc, je vous invite à aller voir sur le site du Salon des entrepreneurs, sur les podcasts audio. Enfin, j'ai mis le lien vers le site des experts comptables. Damien, je crois que les experts comptables proposent un autodiagnostic. Tu peux en dire deux mots? Oui, alors c'est l'expert comptable en place sur le dossier. On est plus dans la phase préparation de se poser un certain nombre de questions. On avait fait ça aussi il y a quelques années avec la CPME, mais c'est un autodiagnostic avec un petit questionnaire qui permet de s'interroger. Et donc l'expert comptable du client peut proposer cet autodiagnostic, là qui est souvent gratuit, au chef d'entreprise. Et c'est une première approche parce que je crois qu'on n'a pas trop parlé, mais un cédant, il faut qu'il soit projeté, il faut qu'il soit véritablement cédant. On a des gens qui, par ras-le-bol, peuvent parfois, pour des problèmes de gestion de personnel, de management, avoir un petit ras-le-bol ponctuel et se dire cédant, mais en fait, ils ne le sont pas. Et au dernier moment, ils vont reculer parce qu'ils ne sont pas projetés dans ce qu'ils feraient après. Et donc, l'autodiagnostic, c'est aussi cet aspect-là. Parfait, alors on a terminé, on vous remercie donc de vos participations. J'ai quelques questions, alors la première elle est plutôt juridique, c'est sur l'obligation légale des salariés. Est-ce que Damien, tu as un mot à dire là-dessus? Tu sais, il y a un projet de loi, je crois que c'est Hamon qui avait fait ça, est-ce que c'est toujours d'actualité ça? Alors moi j'ai eu plutôt une question sur la vente de fonds de commerce, c'est celle-là, non, du personnel? Alors aussi derrière, mais on va commencer par D'accord, donc la formation des salariés. Effectivement, on n'a pas parlé de ça. on a l'obligation d'avoir un minimum d'informations des salariés 2 mois au plus tard avant la session proprement dite. Donc on n'est pas obligé de les informer 6 mois ou 1 an à l'avance. Et ils n'ont qu'une priorité, c'est juste l'information d'un projet de session 2 mois avant la session. Donc, ça peut être une réunion organisée avec un PV de réunion pour qu'éventuellement, s'ils le souhaitaient, ils se portent candidat. Bon, mon opinion personnelle, c'est que c'est une obligation, donc il faut la remplir. Donc, on la prévoit souvent dans le calendrier juridique des opérations. Entre nous, elle n'apporte pas grand-chose parce que souvent, je vous dis, il y a beaucoup de transmissions qui sont en interne et si le chef d'entreprise a souvent identifié en amont les salariés qui pourraient reprendre ou pas l'entreprise. Merci Damien. Alors, on a une autre question effectivement sur la vente du fonds de commerce. Est-ce que la vente du fonds de commerce implique, entre guillemets, une transmission des salariés d'une structure à l'autre? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut licencier les salariés et les reprendre dans la nouvelle structure ou est-ce que ça se fait automatiquement? Alors déjà, on vend de plus en plus, pour des raisons fiscales, même sur des TPE, des titres de société. Donc, dans les titres de société, il y a notamment le fonds de commerce. Et effectivement, dans le fonds de commerce, sont rattachés au fonds de commerce tout le personnel avec leur contrat de travail en cours. Donc, même si je ne vendais pas les titres de société, mais que le fonds de commerce, il est bien entendu que les salariés attachés à son commerce sont cédés avec le fonds de commerce, avec leur contrat, leur ancienneté, leurs droits applicables. Donc, même quand on rachète un fonds de commerce, quand on est coté repreneur, on est obligé de faire un minimum d'audit sur l'aspect social parce qu'on reprend, entre guillemets, avec tout leur potentiel, mais aussi leur passif, tous les salariés présents dans l'entreprise. Donc, il y a une vraie continuité. Marcel? Dans le cadre de Pacte et SNZ qui sont là, j'ai racheté les 2 entreprises en fonds de commerce. Oui, il y avait une 50aine de salariés sur l'ensemble des 2 structures. Le jour de la session, je suis devenu l'employeur, effectivement, avec tous les droits et les devoirs attachés de ces 50 salariés. Ça s'est fait automatiquement. Bon, mais parfait. Eh ben, on a terminé ce webinaire. Je voulais vous laisser le mot de la conclusion. Je voulais avant toute chose remercier Angélique, Virginie et tous mes collègues pour leur soutien. Je voulais vous remercier tous les deux, remercier aussi
Serge Boudrier et plus largement tous les élus qui nous aident à travers la commission. Un petit mot de conclusion, Damien, Marcel? Pour ma part, un petit mot de conclusion, c'est que je trouve que le monde de l'entreprise au quotidien est une aventure passionnante et que de la même manière, en fait, bien anticipée et bien maîtrisée est une aventure qui l'est aussi parce qu'on se projette autant dans une réalisation bien faite pour le cédant que dans une continuation réussie pour l'ensemble de l'entreprise. Et si on a bien ces deux objectifs-là en tête, cette aventure-là est passionnante aussi et amène à 109, amène des choses qui peuvent être passionnantes aussi. Donc c'est un superbe exercice. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous ceux qui le pratiqueront. Merci. Pour ma part, je dirais que la transmission d'entreprise, on a évoqué la problématique financière qui est importante, des problèmes juridiques. Je crois que quand on est chef d'entreprise, transmettre avec un grand T aussi, c'est que son bébé continue de vivre dans une pérennité. Et ça c'est ce qui me passionne, moi aussi, même si je suis un homme de chiffres. Maintenant, vendre une entreprise, c'est pas aussi simple que vendre son appartement ou sa maison. C'est quelque chose de complexe et comme on l'a évoqué, il est important de s'informer et de se faire accompagner dans de bonnes conditions. Parfait, et merci à tous, merci d'avoir été présents, d'avoir répondu à ces questions. Et puis juste une petite dernière info, on refera un webinaire fin mai sur le statut social et la forme juridique de l'entreprise, côté cédant et côté repreneur. Encore merci et à très bientôt.